On a eu des velléités que la Guinée équatoriale penserait peut-être à, pourquoi pas, porter une monnaie nationale. Oui, sachez qu'entre les deux, il y a quand même eu deux changements de parité, une monnaie dite stable, qui se sont faits sur les bases politiques, 48 et 94. Est-ce que nous y avons consenti en tant qu'État? La question reste posée. En tant que secteur privé, certainement pas. D'où le problème, comment faire que le secteur privé puisse participer à ce débat? Et ce débat qu'initie le président du GICAM va dépasser les frontières, comme on dit à Damas, ça va transcender. C'est un débat non seulement africain, mais je vous garantis que ce sera écouté à Paris. Parce que Paris aussi cherche des solutions. Il n'en a pas tout à fait pour le moment. Alors, les peuples de la zone franc sont exclus. Il y a ceux qui sont dans la zone, ceux qui sont à l'extérieur, les diasporas, et ceux qui résident essentiellement en France. On a des problèmes particuliers, je n'irai pas dans le détail. Le pouvoir central, c'est pas essentiellement, et le secteur privé. Ce secteur privé, c'est un mot générique. Il y a ceux qui importent et ceux qui exportent. Et du coup, l'avantage, les gains, les atouts, les freins sont complètement différents. Ce qui explique d'ailleurs les positions. Si j'exporte du cacao tous les jours, écoutez, il n'y a pas beaucoup de transformation, je n'ai pas trop besoin de biens intermédiaires, je suis très bien, surtout si c'est pour la France. Mais si je sors de cette zone, il y a des problèmes. En sachant d'ailleurs qu'une partie est négociée à Chicago pour ce qui est des prix. Et ces prix peuvent fluctuer. Donc vous voyez bien que ça va dépendre de la personne. Les institutions, vous les connaissez, conférence des chefs d'État, conseil des ministres, les trois banques centrales. Mais où est le secteur privé dans cette histoire? Vous voyez bien que ce secteur privé est exclu. Et donc on ne peut pas influencer l'organisation, la structuration de cette monnaie. Je ne parle même pas des taux d'intérêt. Quels sont les principes de la zone franc? Centralisation d'échanges, qui passe par un compte d'opération, qui n'est pas à la Banque centrale, mais bien au Trésor français. Au Trésor français. J'insiste dessus parce que vous êtes dans une logique maintenant de passer par une structure qui va vous faire, entre guillemets, ou pas, du crédit. Donc, vous faire confiance ou pas. Et décider s'il vous fait confiance ou pas, même si vous êtes crédible. Ça a l'air de la théorie, sauf que vous pouvez aller chercher des équipements en Chine, et parce que vous n'avez pas acheté français, vous n'avez pas les devises. Ça devient concret. Libre convertibilité du franc CFA en euros, formidable, illimité même, comme on dit. Oui, sauf que ceux qui sont en France m'ont dit que, écoutez, je suis allé à la banque, j'ai mis l'argent, le billet CFA, on m'a dit non. Et oui, effectivement, on n'échange pas les billets. Puis il a voulu dire, mais j'ai envoyé l'argent, je voulais aller le prendre, d'euros en CFA, CFA en euros. Des fois on dit oui, des fois on dit non. Et tout ça n'est pas tout à fait clair. Donc vous voyez bien que la libre convertibilité pose des problèmes. Je ne parle pas des grands budgets, des grands contrats. Fixité des parités, oui, sauf qu'il y a eu deux évaluations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Transférabilité des capitaux, oui, sauf qu'on a constaté qu'en fait, c'est plutôt du sud vers le nord, et que du nord vers le sud, ça dépend. Ça dépend qui. Parce que quand c'est plutôt dans la diaspora, il y a une petite taxe là pour les transferts qui peut aller très haut, alors qu'on est dans la même zone. Si j'envoie de l'argent de l'Autriche ici au Cameroun, et je suis taxé, ou au Western Union ou d'autres, d'ailleurs le siège est à Vienne pour ceux qui ne connaissent pas. Et que c'était prévu au départ pour les pays de l'Est, absolument pas pour l'Afrique. Alors vous voyez que les principes sont là, et puis dans la réalité ça se passe un peu autrement. Donc on n'ira pas trop dans les détails à ce stade, mais sachez que c'est plutôt une zone de libre convertibilité qui protège de l'extérieur sans vraiment l'être. Et donc, il y a une convention, le compte d'opération et le trésor, et qui permet des choses qui finalement ne sont plus aussi scientifiquement acceptables parce que vous ne savez pas trop si on va vous donner ou pas votre devise, qui est l'euro, pour faire vos activités. Ce compte d'opération, sachez qu'il y en a trois, au moins. J'ajoute au moins, parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas tout à fait connus. Essentiellement les pièces liées, non bénéficiaires, tout ce qui est avec le Trésor, le Fonds monétaire international, donc le budget, et puis tout le reste que vous connaissez essentiellement, on fait des opérations. Et ceci doit être centralisé. 100% des parts, ça diminue jusqu'à 50% actuellement. Et la France derrière donne, entre guillemets, une garantie. On verra d'ailleurs comment elle fonctionne. Donc une petite introduction qui nous permet d'aller vers la clarification des concepts, puisque avant, c'était le pori que nous utilisions dans nos contrées. Définition de la monnaie, on va aller très vite dessus, mais c'est important parce que l'essentiel du débat vient du problème de la définition. D'abord, c'est un équivalent général.
Vous posez ça, vous pouvez échanger avec ce que vous voulez. Et ça ne dépend pas de la monnaie, elle est neutre. Si je prends une plume pour aller au paradis, à côté du bon Dieu, et que j'estime que ça a une valeur X, écoutez, je suis d'accord pour vous vendre donner mes 5 maisons et aller au paradis. Vous voyez que le problème de l'échange pose un petit problème. Deux, il faut que quelqu'un lui donne une réalité, un pouvoir libératoire, non les États. Il faut aussi la confiance. Parce qu'il y a des monnaies que vous mettez sur la circulation, si on ne fait pas confiance, écoutez, personne ne croit. Après tout, la monnaie centrale, quand vous l'échangez ailleurs, vous subissez des décotes. Donc vous voyez que c'est un problème de confiance qui est débattu. Donc c'est un instrument de paiement, on paye avec. C'est un instrument d'échange, qui permet la circulation. Et plus la circulation augmente et la confiance est là, les remboursements se font, alors la valeur monte. Donc c'est aussi une unité de compte. Il y a des unités de compte qui ne sont pas nécessairement utilisées. Le droit de tirage spécial du Fonds monétaire international, par exemple, l'unité de compte de la Banque africaine de développement, qui servent de compte, mais nous n'avons pas sous forme de billets que nous n'utilisons pas nécessairement. Mais c'est là où on touche le cœur du sujet, c'est un instrument de réserve. Vous le mettez de côté, vous devez acheter votre maison. Formidable. Alors tout ceci fait que celui qui arrive à accumuler le plus de réserves, il augmente en quoi? En pouvoir. C'est ce pouvoir qui pose problème, car ce pouvoir n'est pas souverain en Afrique, mais se trouve au trésor français en France. Et donc tout le débat commence à ce moment-là. Qui détient ce pouvoir? Est-ce qu'on peut le moduler, le changer, l'adapter? Et du coup, est-ce que celui qui a le pouvoir peut décider aussi de combien de monnaie je dispose? La façon des faits. Ou pas? Et pourquoi faire? Pourquoi faire? Est-ce qu'on peut m'interdire d'acheter un équipement dans un pays, en dehors de la France, ou pas? Donc voilà ces éléments qui posent. Alors il y a aussi des gardiens de tout ceci. Alors certains vous diront que les banques centrales sont des gardiens, d'autres vous diront que c'est le trésor français, d'autres diront que c'est les États africains eux-mêmes. Ce que je retiens, il n'y a pas le secteur privé. Donc il faut qu'on trouve un mécanisme pour parler avec cet État, puisqu'après tout, c'est de là-bas que tout commence, si on veut toucher la souveraineté. Et le plus important pour moi ici, la création monétaire. Tout le monde croit, ou beaucoup croient, qu'en fait, c'est l'argent déposé par nous tous quelque part qui nous permet de prêter à moi ou d'autres. C'est vrai, seulement pour une partie. L'essentiel est basé sur la confiance. Je vous fais confiance. Donc, moi, banque, secondaire ou banque centrale, je vous octroie un prêt. Je crée la monnaie. Vous allez faire vos activités, si possible rentables. Vous me remboursez, et à partir de là, je détruis cette monnaie. Je souhaite que vous ayez créé amplement de la valeur ajoutée, comme ça j'en ai parlé tout à l'heure, et que si vous l'avez bien fait, moi, en détruisant, j'augmente la masse monétaire, c'est-à-dire qu'il y a plus de monnaie en circulation, donc plus d'activité. Donc, vous soutenez la croissance économique de l'ensemble de votre pays. Dit comme ça, c'est extraordinairement bien. Sauf que c'est réglementé. Qui réglemente? Et à partir du moment où la personne qui réglemente peut ajuster les taux d'intérêt ou autres de telle ou telle manière, ça va favoriser tel ou tel groupe d'intérêt de lobbies et autres. Sont-ils des lobbies africains? Sont-ils des lobbies étrangers? Sont-ils ensemble? Vous avez peut-être entendu parler de la France-Afrique, qui apparemment a disparu, mais qui revient sous forme de fantôme de temps en temps. Donc, nous en Afrique, on est quand même bien différents de tout ceci. Parce qu'au fond, la monnaie, j'ai montré le prix tout à l'heure, c'est un lien d'abord social. Et on a perdu dans la définition de la monnaie qui venait d'ailleurs. Il faut donc le retrouver. Le patronat, le secteur privé est le mieux à même de le faire. Ils y ont bien pensé avec la responsabilité sociale de l'entreprise d'ailleurs, qui va monter à l'environnement, qui va monter vers les femmes, qui monte jusqu'à des activités opérationnelles pour faire en sorte tout simplement que le travail puisse se faire. Donc ce contrat social, c'est perdu, il va falloir le retrouver. La monnaie a aussi un pouvoir. Alors j'ai dit tout à l'heure, ce pouvoir, quand il est dans les mains de l'État, peut devenir difficile, puisque si l'État ne comprend pas le secteur privé, ben, il va faire des décisions qui n'arrangent pas ce secteur privé. S'opposer, oui, mais on perd du temps. Cabinet d'avocat, ça coûte de l'argent. Vaut mieux trouver un moyen de discuter. Le monopole des billets, des émissions, d'accord, mais vous savez, une partie se fait aussi en France. Et donc, on a ou on n'a pas ces éléments avec nous. Sur le fond, l'économie dans laquelle nous sommes tous, qui est une économie marchande, de quoi s'agit-il? D'échanger, mais aussi d'accaparer, bien ou mal, le bien de l'autre dans l'échange.
voire de spéculer. Donc, et retenez bien cela, nos échanges sont d'abord porteurs de violence. Donc tout le système consiste à diminuer le mieux possible cette violence et trouver un système plus équilibré. Ce qui aussi veut dire qu'en fait, il y a un déficit de socialisation entre nous. Donc le lien social dont je parlais tout à l'heure a été perdu. Et nous croyons qu'il y a une apparente neutralité de la monnaie. Ce n'est pas vrai, puisque ça défend un certain nombre d'intérêts. Et donc cette violence de la monnaie se justifie, ou plutôt est mise en œuvre avec des boucs émissaires. Il faut trouver quelqu'un qui est fautif, vrai ou faux d'ailleurs. Et c'est souvent le débiteur. Puisque celui qui doit, il demande. Je mets le taux d'intérêt, je mets ceci, et finalement il se perd. Donc il faut, toutes les structures, toutes les institutions, tout le dialogue va consister à réduire cette violence-là entre les partenaires eux-mêmes. En Afrique, on va même jusqu'à dire qu'il y a un pouvoir maléfique. Donc il faut exorciser. Sauf qu'on a cherché le sorcier, on ne l'a pas trouvé. Alors bien sûr, d'autres disent qu'il faut centraliser la légitimité du pouvoir. Pourquoi? Pour lui donner plus d'efficacité, permettre aux institutions de régulation de fonctionner mieux, etc. C'est qui est vrai. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Trésor français, banque centrale, banque secondaire, etc. Mais tout ça, est-ce que c'est vraiment neutre? On ne sait pas trop. Parce qu'au finalement, il y a des influences de nos dirigeants chefs d'État. Donc, quelle stratégie adopter? On s'oppose? Je vous suggère pas. On cherche la souveraineté, ce qui se dit un peu dans le public. Oui, sauf qu'en réalité, il va falloir trouver des stratégies de contrôlement dans une période de transition. Stratégie de contrôlement dans les périodes de transition. Donc on réduit la violence. Et pour ça, je simplifie. Il faut une discipline monétaire. Il faut contrôler la monnaie. Il faut contrôler la politique monétaire. Et elle doit être efficace dans sa régulation. Ça devient complexe. Pour les peuples africains, pour l'État africain, pour la France, pour le secteur privé, ou pour nous tous. C'est complexe. Il faut discuter. Et du coup, on a consacré cette monnaie, peut-être à l'origine, parce qu'elle suivait tous les critères de définition que je viens de donner, mais ne les suit pas tous. Donc, elle a perdu un peu la fonction de monnaie pour devenir plutôt un signe monétaire. Signe au sens large du terme. Donc, si c'est un signe monétaire, vous comprenez aussi que on ne reconnaît pas un signe monétaire si vous allez en Chine, au Japon, en Inde ou bien aux États-Unis. Vous, quand vous emmenez votre franc CFA là-bas, vous ne le reprenez pas. Sauf si vous le passez en euros. Et celui qui va vous le passer en euros peut le suivre. Donc, derrière cela, il y a un fonctionnement du système bancaire que j'ai appelé création et destruction de la monnaie, qui reste, qui est continu, mais il ne faut pas qu'il se tourne dans un sens où le secteur privé, le patronat, soit celui qui est. On continue sur la création monétaire, je ne vais pas passer trop de temps dessus, c'est ce que je voulais expliquer tout à l'heure, je vais avancer. Elle est indissociable des accords secrets. Les accords secrets sont très importants parce qu'on sort du cadre économique, du cadre politique, du cadre sécuritaire, etc. Rappelez-vous simplement que ça n'est pas rompu le traité de Maastricht, parce que c'est là-bas qu'il y a une sorte de décision implicite. Vous aurez le papier pour voir les articles, vous pouvez faire des références, ça va jusqu'au taux d'intérêt. Et sachez que du coup, la Banque Centrale Européenne et du coup l'Europe de manière générale a son mot à dire sur le franc CFA. Ces accords, depuis que vous faites Douali, on a mis sa photo ici pour montrer, c'est vraiment lui qui a posé ça au départ, en 59, toutes ces accords secrets étaient là, c'était beaucoup plus militaire au départ. Mais ça a très vite évolué vers le côté monétaire. C'était même une des conditions d'ailleurs. Le problème, c'est qu'au départ, il s'agissait en dernier ressort, comme on dit en Afrique, de défendre les intérêts de la France. Ou, ça a évolué, les intérêts du patronat français. Et ça a encore évolué du patronat européen. Puis ça a encore évolué du patronat qui joue le jeu en sous-traitance ou en partenariat, etc., avec ce groupe-là. Et finalement, on se pose la question, où est le patronat africain qui réside en Afrique? Quand j'ai patronat africain résident en Afrique, ce n'est pas nécessairement que des Africains. Parce qu'ils subissent le même sort. Est-ce que ceci a évolué? Oui ou non? Laissez de côté. Sachez seulement qu'aucun de nos parlements dans nos pays, pour la plupart, n'ont approuvé cela. Donc il y a un déficit de démocratie sur l'ensemble de ceci. Un autre élément très important, ces accords, France écrit, je saute sur les dates, ce qui est important, c'est que dans les accords même, on retrouve ces éléments que finalement, en dernier ressort, si ça ne va pas dans l'intérêt, en gros, de la puissance tutélaire, le projet ne passera pas. Et je suis sûr que vous avez tous été témoins de tel ou tel projet dans ce cas-là. Donc, ce n'est pas normal. C'est un accord qui est déséquilibré. Donc, dans la réforme, il
faut penser à rééquilibrer cela. Oui, on l'a fait avec la fiscalisation des cadres, essentiellement dans la zone franc. Mais encore faut-il qu'ils défendent qui le peut, les États, le secteur privé. On veut aller vers des unions monétaires renforcées, oui, mais qu'est-ce qu'on a préparé au niveau national? Pas grand-chose. Et il y a l'euro qui est là, et il y a des coopérations qui se font à ce niveau, une monnaie plutôt forte. Est-ce que ça nous avantage? Surtout quand on est exportateur et transformateur? La réponse est non. Le franc lui-même a évolué plusieurs fois. Je ne serai pas dans les détails des chiffres. Sachez simplement que, après tout, en tant que monnaie au départ, ça favorisait ceux qui étaient partis du sud vers le nord. Donc, essentiellement, des gens qui avaient un certain nombre de comptoirs et qui en profitaient. Quand ça s'est inversé, il fallait faire le contraire tout simplement. D'où l'inversion. Et j'en arrive à la conclusion qu'en fait, cette monnaie a servi d'ajustement de la valeur monétaire de tout ce qui provient de la zone franc. Est-ce qu'on peut être d'accord avec ça? La réponse est non. La réponse est non, puisqu'on doit travailler ensemble, on doit travailler en partenariat. Donc il faut qu'on négocie pourquoi il y a eu tous ces changements qui, au fond, finalement, ont toujours été au désavantage de ceux qui habitent cette zone franc et essaient de faire quelque chose. Émergence économique, monnaie, avantage compétitif. Formidable. C'est bien d'avoir un Internet en plein banani, sauf que quand l'électricité est coupée et que le soleil tape à 40 degrés, ce n'est pas toujours évident de faire fonctionner l'ordinateur lui-même. Donc vous voyez les défis qu'il y a derrière tout ceci. Rapidement, les émergents, parce que c'est ça le thème qui nous préoccupe. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, extraordinaire. Sauf que le taux de croissance, regardez bien, c'est l'Inde et la Chine, qui sont les plus élevés, 6, 7. Les autres sont beaucoup plus faibles. Qu'est-ce qui se passe dans ces pays dits émergents ou en émergence et qui finalement aussi rencontrent des difficultés? Parce que nos pays n'avons pas passé par ce chemin-là, récemment aussi. Dans ce concept, je peux le clarifier aussi, c'est toujours en comparaison à quelqu'un d'autre. Et vous ne pourrez pas émerger sans industrialisation et aujourd'hui sans digitalisation. Qu'on soit clair. Et les deux ne se font pas sans énergie. Donc vous voyez déjà le défi. Et que vous le faites, pour avoir une performance, il vous faut le transport, donc la logistique. Donc la performance logistique rentre en compte. Ça fait beaucoup de choses. Et du coup, des institutions qui, plus ou moins, essaient de réguler tout ceci. Je ne vais pas dans le détail par la suite. Ce qui est important, c'est que nous avons un grand marché, 173 millions d'habitants. On ne peut pas passer dessus comme ça. Il va falloir absolument s'amuser, s'organiser pour que ça puisse fonctionner. Alors, quelques chiffres. Sous forme de graphique, c'est beaucoup plus simple. Je ne vais pas dans le détail. Les richesses créées entre l'Afrique centrale, CEMAC, et l'UMOA. On a toujours finalement créé de la richesse, contrairement à ce qui s'est dit. Sauf que vers la fin, 2014, 2015, 2016, vous avez vu, il y a un petit décrochage qui n'est pas acceptable. Vous voyez aussi la dévaluation en 1994. Donc on était quand même en progression. Donc on peut se poser la question pourquoi il y a une dévaluation. Mais les décrochages aujourd'hui peuvent en guillemets expliquer pourquoi il y a des discussions sur la dévaluation. Je compare Cameroun en vert, le Tchad en jaune et la Guinée équatoriale. Regardez ce qui se passe là aussi. Regardez vers la fin, surtout les années 2015-2016 vers la fin, regardez le décrochage. Nous devons aller vers des convergences. Et ils ne sont pas là. Faites pas de soucis, vous aurez une coquille, vous allez voir ça par la suite. Donc il y a quand même cette absence de convergence qui pose un problème de fond. Alors, ce sont les critères à moi, de toutes les analyses qu'on a fait, 30 ans d'expérience, ils vont pour 7 minimum pour dire que vous êtes dans l'émergence. Croissance soutenue. Si possible, 6-7% minimum. Convergence, notamment du pouvoir d'achat. Parce que pour être riche, beaucoup de riches, et le pouvoir d'achat du secteur. Les indicateurs de développement par définition, vous devez pouvoir attirer les investisseurs. Il faut poser la question, investisseurs en économie réelle, pas uniquement en investissement en portefeuille. Vous devez diversifier votre économie, donc le nombre de produits exportés, améliorer ce qu'on appelle la VAM, la valeur ajoutée manufacturière. Il y a aussi la valeur ajoutée industrielle qui incorpore les mines. Et bien sûr, votre environnement prévisible, légal. C'est-à-dire que si le business environnement ne marche pas, il y a un problème de fond. C'est l'ensemble de tout ceci. C'est pas un, c'est l'ensemble. Je l'ai classé, émergence robuste, émergence fragile, vulnérable. Voire, écoutez, je ne dis pas d'émergence parce que l'émergence viendra tôt ou tard, mais elle est décalée dans le temps. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que beaucoup de nos économies sont plutôt, dans les deux derniers, sont plutôt décalées ou vulnérables. Pour ne pas dire qu'elles vont avoir du mal. Alors, on sait que c'est Kofi Annan qui l'avait dit ça quand il était à l'ONU, qui font en gros 7% de croissance régulière soutenue. Toutes les économies que vous voyez ici, Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad, sont en dessous de 7%. Pourtant, dans le passé, elles étaient au-dessus. Donc la capacité existe. Donc il faut nous organiser pour retrouver cela. Donc vous voyez bien que pour le moment, la notion d'émergence, on n'est pas tout à fait dessus. Donc il faut une prise de conscience, il faut que tout cela puisse se développer. Un autre chiffre assez intéressant, l'avantage compétitif.
on aura l'occasion de le dire, suivez bien le schéma d'en bas. Et si vous êtes chef d'entreprise, regardez bien où est-ce que vous vous situez dans tout ceci. Parce que si vous avez un problème de réduction de vos coûts de production, les coûts de facteurs en général, si vous n'arrivez pas à différencier votre produit, devenir unique sur le marché, si vous n'avez pas la performance, la qualité qui est en dehors de votre entreprise, ou la qualité à l'intérieur, si vous n'avez pas une stratégie de prévisibilité et l'environnement d'affaires qui suit, vous aurez du mal à trouver le bon partenaire technique et du coup à vous positionner sur les marchés de demain. Donc cet avantage comparatif qui est basé uniquement sur ce que vous avez la banane, vous l'exportez, en quantité, prix bas, formidable, sauf que vous n'allez pas durer. Donc la banane, la matière première non transformée, ne fait pas de voie émergente. Donc la Côte d'Ivoire, il faudra bien de faire attention. Le Ghana a compris, tout est orienté vers l'industrialisation. On ne peut pas avoir une Euro 1 de café cacao et avoir 1 ou 2% de transformation en Côte d'Ivoire, par exemple. Et on peut citer le beaucoup. Il faut donc passer à l'avantage compétitif, qui donne aussi la richesse pour le pays. Sauf que c'est organisé autrement, on va au fond les concurrents, et on se structure dans une compétition qui n'est pas facile. La zone franc, c'est marque performance et positionnement. Qu'est-ce qui se passe ici? Très rapidement. Nous sommes tous orientés vers ce qu'on appelle la compétitivité prix. Et c'est normal, c'est le commerçant, il va au marché, il achète là, il profite de la symétrie de marché, il vend là, il gagne son argent. Sauf qu'il y a l'Internet, et tout le monde est au courant de tout, et que vous avez quelqu'un qui arrive de Chine, qui fait le crédit dans le marché de Bamako, et qui se porte mieux que tout le monde. Donc il faut aller vers une compétitivité structurelle. Et elle suppose quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que vous tous, entreprises ici, vous devez, avec le GMAT et le GICAM, trouver des moyens de travailler ensemble et collaborer, vous soutenir. On aura des exemples plus tard dans les questions-réponses. Pas de détails sur tout le reste. Quelques chiffres rapidement. CEMAC, le taux de croissance réelle, et l'UMOA. Vous voyez que tout ceci se présente pas trop mal, mais ils ont quand même du mal à converger, notamment vers la fin. Donc si on pense que peut-être l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest vont converger à moyen terme, pourquoi pas? Mais regardez les chiffres. Il y a un problème. Et donc la décote dont on parlait tout à l'heure en CEMAC, on le voit au niveau des chiffres ici. Assez facilement. Est-ce que ça nous permet d'aller vers l'émergence? La question reste posée. Surtout pour la région Afrique centrale. Ça ne veut pas dire qu'on est... C'est une photo, hein, donc ça va évoluer. L'inflation. Là, l'inflation, ça marche très bien. La Banque centrale, le Trésor français, là, ils l'ont très bien fait. On est bien en dessous des 30%. Regardez surtout la paix à la fin, c'est formidable. Sauf que quel est le problème derrière ça? C'est que si vous descendez trop dans l'inflation, c'est de la déflation. On vous empêche même de bouger, en fait. Donc on n'est quand même pas des handicapés. Vous voyez bien le problème. Donc il faut une dose quand même minimale de cette inflation-là. Et il faudrait pouvoir soutenir des budgets d'État qui soutiennent ces entrepreneurs. Et là, la Banque centrale refuse tout le monde. Donc vous voyez bien qu'au moment de la dévaluation unilatérale, regardez l'inflation là où elle était. Donc vous comprenez bien pourquoi il y a eu une décision en France pour pouvoir faire cette dévaluation-là aussi. Donc les chiffres permettent de voir tout ça. Je ne vais pas dans le détail de tout ce qui est ici, sauf qu'il faut faire attention que la politique monétaire, telle qu'elle est appliquée, ne vienne pas empêcher l'émergence de nos pays. Donc est-ce que c'est un cycle de neutralisation au décollage économique? La question doit rester posée, on le verra dans le débat. L'investissement. Regardez le Cameroun en vert, regardez la Côte d'Ivoire en jaune. Ce n'est pas normal qu'il y ait des temps d'écart. Et pendant aussi nombreuses années. Sauf que vers la fin, heureusement, nous avons retrouvé la voie de la sagesse. Et donc les convergences se font. Et donc il va falloir trouver un partenariat entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Je parle aux entrepreneurs parce que ceci vous dit que si demain vous travaillez ensemble, vous faites aussi de l'argent ensemble avec ces chiffres-là. Donc c'est un début de convergence par rapport au secteur privé. Par le secteur privé. Vous voyez bien, on n'est plus dans l'État. Le taux d'investissement en pourcentage du PIB, si vous regardez bien comment ça se passe entre Cameroun et Guinée équatoriale, j'ai voulu changer un petit peu qu'on voit, beaucoup de pétrole d'un côté, un peu moins de l'autre. Vous voyez le Cameroun marche, avance plutôt doucement. Sauf que vers la fin, ça s'est passé. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à maintenir ce taux d'investissement et surtout le monter? Donc ça veut dire qu'à terme, ce Cameroun n'arrive pas. Et il ne va pas pouvoir passer au stade de l'industrialisation et donc demain, aller vers l'émergence. Et vous savez qu'il faut un taux autour de 18%. Hein. On était à 18, on est passé à 30-34. Dans la CEMAC, on est quand même largement en dessous. Cameroun, Côte d'Ivoire, encore au niveau de la dette, puisqu'il y a un problème de dette de manière générale, ça a plutôt diminué. Là, les organisations internationales, FMI, Banque mondiale et autres ont joué leur rôle, sauf que ça s'est fait souvent au dépend des entreprises et bien sûr des populations. Un autre élément très intéressant, c'est qu'il y a une autodiscipline monétaire qui s'est mise en place dans ces différentes régions. Et finalement, on a permis cela. Sauf que, quelque part, ça s'est quand même fait au dépend des entrepreneurs, parce que l'entreprise, d'abord, elle fait des impôts, mais en dehors de ça, elle n'a plus aucun soutien, des incitations.
pour aller vers l'avant. Si, exceptionnellement, si vous venez de l'étranger. Et là, ça touche n'importe qui. Politique monétaire, histoire, évolution. Je ne vais pas aller très loin là-dessus. Sachez que on nous parle souvent de 70 ans, 80 ans, la naissance du franc CFA. Oui, moi j'ai fait un bouquin là-dessus, c'est 1853. Pourquoi? Parce que c'est au moment où on a vendu les esclaves, 1848, l'abolition de l'esclavage, on a vendu les esclaves, et les esclavagistes de l'époque, essentiellement au Sénégal, se sont dit, écoutez, après tout, pourquoi pas, on va suivre l'État français, écoutez, ils n'ont pas nous payer. Donc ils ont dit, écoutez, voilà, on a des esclaves, ils les ont comptés, ça vaut tant, je vais passer les détails des chiffres, et on va les payer. Sauf que la France les a roulés dans la farine, de manioc. Pourquoi? Parce que cet argent, la France refuse de le payer. Et a créé quoi? La banque, une banque du Sénégal, 1850. Et c'est la politique de cette banque, une banque privée d'émission. Donc, décider déjà à l'époque qui prend, qui ne prend pas. Et on passait en fait par les signats, les femmes sénégalaises, les plus jolies d'ailleurs, souvent à Saint-Louis, et on a pu comme ça rentrer dans le système. Sauf qu'il y a eu des métis. Eh oui. Mais les métis rentrent au conseil d'administration, on les a liquidés physiquement. À tel point qu'on a eu peur de la décision privée d'émission à Dakar, on est passé à Paris en 1920. Et de toute cette logique, vous avez les institutions monétaires, vous avez même la BIAO qui en est sortie, vous avez un certain nombre d'institutions, même l'AFD d'ailleurs française, vient quelque part de là-bas. C'est important de le savoir parce que la politique qui était derrière pour organiser cette banque privée d'émission, j'insiste dessus, a continué aujourd'hui. Donc c'est le président français, par le compte d'opération, qui quelque part est le garant ou l'agent de l'émission ou pas vers nos zones. Donc ça c'est pour l'histoire. On ne va pas insister dessus. Et donc, l'essentiel est que le pouvoir est parti à Paris et n'est revenu que très récemment dans nos zones. 26 décembre 1945, création du franc des colonies françaises d'Afrique. Le nom a changé, c'est très gentil, sauf que tout ceci a fait qu'il y a eu des émissions, des instituts d'émission, pardon, ça a évolué. Ce que je voulais surtout rappeler, c'est que ça ne s'est pas fait facilement. Je vous ai parlé de violence tout à l'heure. Au Togo, je suis togolais, le premier président est mort pour ça. À peu près 14 ou 15 jours de la création du franc togolais. Il a voulu garder le mot franc d'ailleurs. Il a été assassiné. Essentiellement pour cette raison-là. Je ne vais pas donner les cas plus récents en Côte d'Ivoire, chacun sait ce qui se passe. Sauf que je voulais rappeler ce qu'a dit le général de Gaulle. Ils y passeront tous. Le tour du Fouet-Boigny qui râlait déjà à l'époque viendra. Celui de Saint-Denis viendra. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui cette histoire du franc CFA. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu de la communauté Afrique, de France, se privant du concours de l'armée. Vous voyez donc qu'on était liés déjà en sécurité et que l'Afrique voulait déjà sa défense à l'époque. Et ça a été confirmé par l'Union africaine de l'OUA de l'époque en 1963. Sauf que ce n'est pas passé en pratique. Donc après De Gaulle, il y a eu des fluctuations, on va passer dessus. On a abandonné au niveau international la parité fixe, rappelez-vous, 71, parce que le Bénin ne reposait sur rien. Donc le plus fort discutait et faisait ce qu'il voulait. Je crois que j'arrive presque à la fin. On va aller un peu plus vite.